j'avais presque envie en entendant le nom de Elisa Sua du Sapin, Sua, Silké, la soie, c'était encore une façon de faire une référence entre les deux livres. Non, c'est pas ça, évidemment. Sans Silké, parce que... Donc Silké, c'est le nom, le prénom alors, de voilà, personnage. il y a deux personnages féminins dans le livre, pour faire très vite. Enfin, il y en a trois, mais disons, voilà, il y a un couple très fusionnel. Il y a une jeune fille qui s'appelle justement Silké, qui a 19 ans, qui va venir s'occuper de la petite fille qui s'appelle Ludivine, qui a une dizaine d'années dans cette maison bourgeoise à l'orée d'une forêt. Et puis, Silké, j'aimais bien parce que c'est un prénom qui... on ne sait pas trop d'où il vient, comme ça. Il y a peut-être une part d'étrangeté dans ce prénom pour nous francophones, en tous les cas. Et puis l'étrangeté, c'est quelque chose qui... voilà, enfin, je ne sais pas si je m'y intéresse ou si c'est l'étrangeté qui s'intéresse à moi. Enfin, on ne sait jamais très bien dans quel sens ça va, ces choses. Mais enfin, voilà, d'avoir peut-être quand même cette forme d'étrangeté dans ce prénom, ça m'allait bien. Et puis aussi, ensuite, si on se lance un peu dans l'interprétation, c'est vrai que ce personnage de Silké est un personnage que je trouve assez bienfaisant, assez apaisé, assez soyeux précisément, puisque ce prénom de Silké peut évoquer la soie. Et puis ensuite, ça permettait peut-être cette homonymie un peu facile entre la soie et soi-même. Et peut-être que Silké est quelqu'un qui permet à l'autre de se constituer, et de devenir celui qu'il est. J'ai pensé aussi que du moment où Silké quitte en fait cette maison, cette famille se délite d'une façon ou d'une autre. Oui, alors il y a peut-être, elle va d'une certaine manière, même si c'est soyeux, laisser peut-être d'une certaine façon, malgré tout, même si ça va prendre du temps, des traces indélébiles, en tout cas sur la petite Ludivine, et puis peut-être agir à sa façon. Je ne pense pas qu'il y ait des correspondances, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film ou qui ont lu le livre. Moi, c'est un vieux souvenir, mais tout à coup, j'y pense maintenant, là, de Pasolini, qui s'appelle Théorème, où il y a une espèce de personnage comme ça qui va dans une famille. Mais alors là, c'est assez radical parce qu'il a une relation sexuelle en fait avec tous les membres de la famille. Quoi. C'est pas fait. C'est autre chose, mais disons qu'il laisse une empreinte de façon indélébile. Quoi. Il y a peu je sais pas, voilà, je sais pas, un déco. Mais alors, on précise dans ce roman sans Silké, il n'y a absolument rien de ce type-là. Non. François Ansermet, donc, qui est en train de faire ses courses, la liste de courses, psychiatre et psychanalyste, professeur honoraire donc, à l'université de Lausanne, au HUG, un peu partout. Je ne vais pas donner toutes vos immenses qualifications parce que je suis déjà assez impressionnée, mais vous êtes intéressé évidemment à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous avez travaillé avec Pierre Magistretti dans le domaine des neurosciences et du cerveau et de la plasticité du cerveau. Vous êtes aussi passionné par la PMA, la procréation médicalement assistée, et vous avez travaillé aussi avec le professeur Germont. Vous avez même écrit un livre. Vous signez un livre en 2015, je crois, Comment on fabrique les enfants ou les bébés, on ne le sait plus complètement, mais vous avez pu vérifier entre-temps sur notre cerveau à tous Internet. Je suis juste en train de prendre des notes pour savoir pourquoi vous oubliez. D'accord, mais disons c'était quelque chose, on fabrique des enfants ou des bébés, mais le côté subversif du mot fabriquer. Il a sorti aussi un livre intitulé Serendipity, avec une femme artiste peintre, qui est encore un autre aspect de vos intérêts. Et pour votre leçon d'adieu, vous avez utilisé, en parlant de psychiatrie et de psychiatrie de l'enfant, des phrases, enfin des expressions qui m'ont beaucoup plu, en parlant aussi de la PMA, le vertige technologique dans lequel nous nous trouvons. Vous avez parlé de l'enclave de liberté de chaque enfant et que chaque enfant est déterminé à ne pas l'être. Donc chaque enfant est déterminé à ne pas être totalement déterminé, et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et vous avez parlé aussi des réponses singulières de chaque enfant à son devenir. Pour moi, ce sont tous des termes qui évoquent la liberté et l'imprévisibilité de l'existence. Et donc la question est, est-ce que la liberté dans la psychiatrie vous tient à cœur? Bien sûr, en fait, merci de ce résumé. Oui, c'était un peu pour vous présenter dans vos différents aspects. Oui, c'est peut-être comme ça que je rejoins les deux livres, parce qu'ils posent à la fois la question de l'origine et de la filiation. Hein, comment mettre ensemble origine et filiation? Comment faire de l'origine autre chose qu'un destin? Ou comment se servir de l'origine pour devenir interprète de son origine, pour inventer sa vie?
et s'inventer différemment. Qu'au fond, le devenir est une recherche. Le devenir n'est pas quelque chose qui est inscrit d'emblée par l'histoire familiale, l'histoire collective, par les éléments génétiques. Le devenir est une interprétation, comme une composition, une invention. Chacun s'invente à sa manière. Et je crois que c'est ça que j'appelle liberté. Peut-être le mot liberté est très solennel. Je dis parfois, on est biologiquement déterminé pour ne pas l'être. On est déterminé. Quelle marque de liberté dans notre détermination. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de détermination dans la détermination. Dans une certaine mesure, on est déterminé pour être libre. Mais peut-être que la liberté, c'est un mot trop monumental, trop monumental. et je préfère dire aussi l'invention, c'est-à-dire chacun s'invente. Et là, on a deux romans qui mettent en jeu les possibilités et les impasses de l'invention. La façon dont le déterminisme pèse très lourdement sur chacun, mais en même temps, comment chacun peut être l'interprète de son propre devenir et le recomposer à partir des notes déjà inscrites de ce qui était, de ce qui se vit au quotidien, et inventer quelque chose d'autre. Et là, on a la possibilité ou l'impossibilité de l'invention qui est mis en jeu dans ces deux romans qui m'ont beaucoup impressionné sur ce plan-là. Je ne savais pas du tout ce que vous alliez me dire, mais j'ai ressorti de mon ordinateur, comme vous avez vu, une citation, parce qu'en vous écoutant, je me suis dit, l'enjeu de ces deux romans, c'est que le devenir n'est pas le devenir de ce qui est né, mais de ce qui est en train de naître dans le devenir. C'est-à-dire la naissance n'a pas lieu avant ou au commencement. La naissance, elle a lieu dans chaque instant du temps. Et là, je trouve que dans les deux romans, il y a cet enjeu avec plus ou moins de liberté, parfois pas du tout, aussi, à certains moments. Le Silké, c'est complexe, c'est plus multiple dans les possibilités, mais enfin, c'est l'idée que l'origine se prend dans le flux du devenir et qu'on est responsable de son devenir. Donc ce que j'appelle liberté, c'est la responsabilité par rapport à son devenir, qui peuvent recevoir un enseignement de ces deux romans. Mais je pense que le moment décisif, c'est quand on se rend compte de ce que vous dites, que c'est possible. Parce que tout nous fait croire que ce n'est pas possible. Mais bon, là, on s'en rend compte dans les deux romans, parce qu'ils décrivent beaucoup des ambiances, les deux romans, des ambiances très particulières, et au fond mettent en jeu les deux romans la place de l'instant. Et dans l'instant, on a la possibilité d'être totalement aliéné à ce qui était, pris dans l'impasse des autres, ou dans l'instant, on a la possibilité d'inventer du nouveau et de créer sa vie. Créer sa vie, pas ex nihilo, créer à partir des notes laissées par les autres. Et je trouve que ces deux romans mettent en jeu cette dialectique entre l'origine, la filiation, le devenir et l'invention de chacun. Alors peut-on inventer dans chaque instant? C'est un peu la question que moi je me réjouis d'entendre des deux romanciers, c'est-à-dire leur position par rapport à la façon dont ce qui est né vient se prendre dans le fleuve du devenir et de la filiation. Mais au fond, je termine, entre deux instants du temps, il y a comme un temps zéro où on peut prendre une direction ou une autre. Et je trouve que c'est extraordinaire dans ces deux romans, parce qu'on est sans arrêt dans le suspens de l'instant. Alors, peut-être que pour nos spectateurs qui n'ont pas lu, comme nous, les livres, on va juste préciser certaines choses. Dans les deux romans, nous sommes dans des histoires de famille. Alors, dans les billes du Pachinko, il y a en fait plusieurs réverbérations de famille. Il y a la narratrice, je vous laisse raconter, donc Claire, qui va s'occuper d'une petite fille et dont elle va observer la famille.
En 2 mots, comment Claire arrive à s'occuper de Mieke pendant qu'elle est à Tokyo? Oui, alors c'est effectivement une jeune femme qui va fêter ses 30 ans en été, et l'été qu'elle va passer à Tokyo auprès de ses grands-parents, dans l'espoir, le but de les emmener retrouver la Corée du Sud, enfin la Corée en fait, qui est leur terre maternelle, une dernière fois avant la fin de leur vie, parce qu'ils sont très vieux. Mais la communication, les retrouvailles se passent pas vraiment comme prévu. Tous les personnages se heurtent à de profonds problèmes de communication, des écarts culturels et d'âge, bien sûr, d'expérience de vie. Et pour éviter d'être toujours confrontée à ces 2 personnes qui sont pourtant très proches mais se sont très lointaines, elle a décidé de donner des cours de français à une petite japonaise, Mieko, une enfant de 10 ans. Et pour l'anecdote, quand j'ai lu le livre de Michel, j'ai été incroyablement frappée de certaines similitudes, mais entre les liens d'une femme un peu plus âgée et une enfant d'une dizaine d'années. Alors on l'a écrit plus ou moins en même temps, parce que j'ai compris sans du tout savoir ce qu'on faisait. Et vraiment, à la fin de la lecture, j'ai écrit à Michel en me disant mais c'est incroyable comme à chaque page, j'ai l'impression des fois qu'il y avait des échos intimes comme ça, c'est assez mystérieux. Donc on a ce duo magnifique en fait entre Claire et Mieke. Et aussi on a la vie de famille de cette petite Mieke avec sa maman, qui est une intellectuelle, qui travaille, qui est professeure de français. Et on a aussi Claire dans sa propre famille avec sa maman qui est restée en Suisse, son père qui est musicien connu et donc qui est en tournée, et puis ses grands-parents qui sont un peu les témoins de ses origines. Oui, et moi je voudrais juste rebondir sur ce que François Sermet a dit avant par rapport à cette histoire de déterminisme, de liberté et de rapport au temps, qui m'a fait considérer ce que j'avais écrit de manière tout d'un coup complètement différente. Et en fait, dans le roman, il y a une scène qui est fondamentale, qui est la scène de l'anniversaire de Claire, justement. Ce jour-là, elle a accepté de le passer avec la famille de la petite fille qui l'a invitée, parce qu'elle est certaine que ses grands-parents n'auront rien préparé pour elle. Parce qu'en Corée, en fait, on considère l'âge d'un individu à partir du moment de la conception et pas de la naissance. Et du coup, je réalise que, d'une part, sur la notion d'individu, il y a un impact énorme, parce qu'en fait, ça veut dire que si par exemple une femme avorte, donc l'avortement il est autorisé depuis très très peu de temps, parce qu'avant c'était vraiment considéré comme un crime absolu, pas au niveau religieux, mais vraiment au niveau social, parce que justement, un embryon c'est vraiment un être humain à part entière. Et je me rendais compte que cette notion de déterminisme, je pense qu'il est encore plus fort du coup dans une société où on considère un individu depuis cet âge-là, parce que ça veut dire qu'à partir même des entrailles de la mère, il y a vraiment quelque chose qui est constitutif au moment où on est encore un seul, enfin 2 êtres, mais dans un seul. Et ça, couplé avec la tradition du confucianisme, où on doit une sorte de dévotion absolue aux aînés, aux parents, aux grands-parents et tout ça, je pense que je comprends mieux tout d'un coup certains aspects de la société d'Extrême-Orient. Et je pense aussi que mes personnages sont... En tout cas, Claire, elle, est justement un peu au croisement de ce poids familial, culturel, social qu'elle sent peser sur ses épaules, à travers cette injonction muette, en fait, de s'occuper de ses grands-parents, alors que personne, finalement, le lui demande. Et en même temps, la volonté de se détacher, justement, de voir qu'elle se donne. Et du coup, cette histoire de temps ou d'impression d'immobilité, je pense qu'il est très fort. Enfin, il se ressent, en tout cas, j'en étais pas vraiment consciente, mais elle est souvent dans des espaces exigus. On a l'impression qu'elle n'arrive pas vraiment à prendre des décisions par elle-même. Il fait chaud, il fait chaud, voilà, jusqu'à ce que par moment, tout d'un coup, il y ait des espaces d'ouverture. Et c'est un peu le cas pour tous les personnages. Donc ça, c'est vraiment grâce à vous que ce soir, tout d'un coup, j'ai cette pièce du pulse qui se met en place. Et c'est vraiment super. Oui, parce que moi, j'avais pensé que dans votre roman, parce que le pachinko que je me représente, bon, il y a un côté mafieux, un côté argent, un côté origine par rapport à la Corée et ce quartier tellement particulier où ces machines, mais en fait j'ai trouvé que le fait que vous mettiez au centre de votre roman et comme titre une machine de hasard, quoi, est quand même quelque chose de très saisissant, parce que au fond c'est du hasard et c'est en même temps pas du hasard. C'est-à-dire que, est-ce que l'histoire, c'est une continuité avec ce qui était,
ou au contraire, est-ce que l'histoire, c'est une discontinuité où chaque fois, on peut mettre en jeu autre chose? Et au fond, dans la machine Pachinko, qui est peut-être truquée ou qui pose plein d'autres problèmes, voilà, mais je trouve que de construire un roman sur la filiation et les origines multiples, en mettant au milieu une machine de hasard, où on tire un truc et des billes tombent, on en met plein les poches, où elles roulent, elles se mettent le long du mur, enfin, il y a des machines en panne, on tape dessus. C'est un peu quelque chose qu'on peut vivre par rapport à sa propre origine, c'est-à-dire ça aurait pu être un autre homme, ça aurait pu être une autre femme, ça aurait pu être ailleurs, à une autre époque, ça aurait pu être ailleurs, en Corée, au Japon, à Porrentruy, à Payerne. Donc on a, ça aurait pu être un autre moi et mon yes, un autre ovule, un autre spermatozoïde. Donc c'est exactement une machine Pachinko, quoi, qui fait que tout à coup, poum, 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 les boules, et paf, il tombe un enfant qui n'y peut rien, enfin, et qui passe sa vie à être l'interprète de la contingence dont il est issu, hein, c'est-à-dire qu'il ramasse ses billes, qu'il les compte, qu'il les remet en jeu, qu'il fait des piles, que ça tombe, et que dans ce roman, je trouve que la machine de Pachinko, je prends juste un petit patient, m'a tout appris sur la génétique. Il avait une maladie génétique, et il m'a dit, enfin, plein de choses dans les consultations qui concernaient beaucoup d'autres choses, mais il m'a dit, vous savez, la génétique, c'est du pur hasard. Il a entièrement raison, c'est-à-dire il s'est passé une mutation dans une lignée à un moment donné, il y a peut-être eu quelque chose, après il y a des gènes récessifs, des gens qui sont tombés amoureux, il faut un nombre de circonstances et de hasards qui est extraordinaire. Et il a raison de dire, en même temps, dans la médecine, si on dit c'est une maladie génétiquement déterminée, donc on dit, bah, c'est pas du hasard, hein, c'est vraiment de la génétique. Et je trouve que dans votre roman, il y a au milieu cette machine qui réapparaît, qui apparaît, la femme sandwich, enfin il y a plein de choses autour de ces machines qu'on sent qu'il est comme un commerce des humains, mais au centre, il y a le hasard. Avec... oui, ça va, non, ça va marcher, ça va marcher. Ça marche. Ah ouais, d'accord, ça va fonctionner. Avec difficile de savoir qu'est-ce qu'on fait de la remarque du grand-père qui tient le Pachinko, hein, dans le livre, et à la fin qui avoue, hein, c'est un moment assez fort, alors qu'il a consacré tout son temps, toutes ses journées, toutes ses semaines, toutes ces années, et il lâche comme une espèce de confession, je hais le Pachinko. Ouais. Mais en tant que réfugié coréen, Oui, c'est oui, ça mais qu'il aussi pouvait disons faire. par rapport à Oui. toutes ces histoires de hasard, enfin si on dans cette métaphore, il y a quelque Non, chose mais d'assez... tu as raison, c'est important parce qu'à la limite, en disant ça, il dit c'est comme le moment où ils prennent pas le bateau, quoi. Enfin, il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut aimer le hasard? Est-ce qu'on peut aimer son origine, quoi? C'est-à-dire même dans les pires circonstances. Oui, qu'est-ce qu'on fait de son origine? Et qu'est-ce qu'on fait de ce hasard? Est-ce qu'on le remet en jeu dans le tourbillon des choses ou pas? Et là, quand même, le grand-père et la grand-mère, je ne me trompe pas, n'est-ce pas, ils s'arrêtent sur le pont qui leur permettrait d'être, puisque leur fille, la petite fille veut les accompagner dans ce dernier voyage vers l'origine. Ils ont peut-être raison de ne pas y aller. Moi, je trouve que oui. Disons que j'avais pratiquement que des incertitudes au moment de l'écriture de cette histoire, qui a pris des années à se défaire d'une idée initiale, je dirais. Et la seule constante que j'avais, c'était cette scène finale. Je savais pertinemment que jamais les grands-parents ne rentreraient. C'était pas forcément négatif pour moi, mais je crois que c'était vraiment pour poser la question de ce que signifie une patrie ou une terre natale. D'une part, bon, en Corée, il y a la situation un peu particulière qui fait qu'entre-temps,
le pays que les grands-parents ont quitté s'est divisé, donc finalement aussi la question de où on va, au nord ou au sud, enfin à quoi on appartient désormais, mais aussi la question du temps qui a passé, des langues qu'on parle aussi, qu'est-ce qui fait qu'on est constitué pour devenir soi, enfin je veux dire, voilà, est-ce que c'est une question de géographie ou alors d'attachement affectif, de construction culturelle, sociale, intellectuelle, enfin, et la petite fille arrive pour poser peut-être aussi tout d'un coup une sorte de dégagement qui posera la question d'un lieu d'adoption plutôt que d'un lieu d'origine aussi. Voilà. Oui, c'est-à-dire l'invention de son origine. Finalement, peut-être l'origine est après coup. C'est-à-dire que l'origine n'est pas au commencement. L'origine, elle est après coup. Et dans ce travail, dans cet enseignement, enfin, je fais juste une note comme psychanalyste, je n'aime pas du tout, j'ai tout à fait l'opposition parfaite, totale, d'appliquer la psychanalyse à la littérature. Je pense qu'il faut appliquer la littérature à la psychanalyse. Faire l'inverse, c'est-à-dire dire qu'est-ce qu'un texte, les énigmes qu'il porte, nous enseigne à partir de leur façon de traiter les mots, les ambiances, et pas de prendre une grille psychanalytique et puis de tomber avec des idées préconçues sur les choses. Alors c'est une dialectique, hein, mais pour dire que c'est pour ça que j'ai pas l'intention de faire ça du tout. Par contre, je pense que là, il y a un enseignement, puisqu'on voit que quand cette origine est multiple, elle est multiple, marquée de coupures, d'effets de confusion des langues, enfin un côté Babel juste après la division des langues, que c'est très subtil, comme vous le précisez, ça m'a l'air d'être presque un traité de linguistique pour essayer de comprendre comment on se prend dans le monde de l'autre, hein, c'est-à-dire je est un autre, quoi. Notre langage, c'est celui de l'autre. Même quand on parle la même langue. Même quand on, je force, la langue maternelle pourrait être vue comme une langue étrangère. J'espère que je l'ai écrit un peu plus simplement qu'un traité linguistique. Est-ce que je peux vous demander à ce moment, peut-être pour les gens qui nous écoutent, de nous lire le premier extrait que j'ai choisi, où Claire est en train de souper avec sa famille. Ça nous met un peu dans le... Je ne sais pas si vous voyez ma marque. Voilà, c'est parfait. Nous mangeons sur la table basse du salon. Mon grand-père amène la cuillère à sa bouche dans un mouvement lent, vacillant. Enfin, il aspire d'un coup, comme si le contenu laborieusement amené jusqu'à ses lèvres pouvait s'évaporer. De temps en temps, il repose la cuillère, remplit un verre de soju. Il le fait avec application, sa main tremble, mais rien ne déborde. Ma grand-mère, penchée sur son bol, lappe vigoureusement, relève parfois la tête et me demande « Is good? Is good ?» Je réponds tout bas « Yeah, machisaya. » C'est bon, oui. En phase 2, je m'efforce de manger aussi lentement que mon grand-père. Retarder le moment où nous aurons tous terminé, que le silence se fera plus lourd entre nous. Depuis mon arrivée, ils n'ont pas évoqué une fois notre voyage en Corée. Il faut l'organiser, acheter les billets. J'ignore comment amener le sujet. Le coréen m'a échappé à mesure que j'ai appris le français. Au début, mon grand-père me reprenait. Aujourd'hui, il ne dit plus rien. Nous communiquons dans un langage fait de mots simples, anglais ou coréen, de gestes et de mimiques exagérées. Japonais, jamais. Vous avez envie de réagir par rapport à cet extrait, François Ansermet? Oui, japonais jamais. Japonais jamais. Qu'est-ce que c'est japonais jamais? Il ne parle jamais en japonais parce que c'est, je crois, tout le nœud qui lie ou qui délie, je ne sais pas, les liens entre cette petite fille et ses grands-parents, dans le sens où techniquement, il pourrait parfaitement communiquer en japonais. Elle l'a appris à l'université à Genève, à défaut du coréen qui n'est pas enseigné en fait, malheureusement, parce que c'est dit qu'au moins elle pourrait communiquer avec aussi l'entourage des grands-parents. Mais eux en fait refusent de parler cette langue avec elle, en lui reprochant aussi d'avoir oublié le coréen, qu'ils estiment être sa langue maternelle, alors qu'en fait non, ça ne l'est pas, c'est le français pour elle.
parce que le japonais a une charge affective extrêmement douloureuse pour eux. C'était la langue qui leur a été imposée de force sous l'occupation, alors que le coréen était passible de mort à cette époque. Et d'ailleurs, son arrière-grand-mère s'est carrément physiquement tranché la langue pour refuser de parler le japonais. Donc voilà, il y a un lien comme ça qui est très fort. Ça, c'est... Donc nous voilà ramenés à Nemrod, Babel, et puis l'idée de l'hubris de l'humain qui veut aller plus haut que les dieux, et puis que depuis cette histoire de l'introduction de la confusion des langues, on est tous en train de bricoler, quoi, de bricoler entre plusieurs origines, entre plusieurs langues, de plus pouvoir lire le titre de son livre dans une librairie bulgare. Donc, oui, moi j'ai eu un de mes livres traduit en japonais justement. Et bien, je ne pouvais même pas trouver mon nom. Donc c'était. Je me suis dit, au moins là, je vais pouvoir voir comment c'est en japonais. Donc on est dans cette histoire de la confusion des langues qui fait qu'on est séparés, et peut-être ça va rejoindre l'autre roman, quoi. On est tous seuls dans une certaine mesure. Il y a une solitude, il faut composer avec une solitude, quoi. Mais en même temps, pour citer une phrase assez célèbre de Proust, qui disait l'écrivain véritable, c'est celui qui invente une langue dans sa propre langue, qui est évidemment une très belle phrase. L'écrivain devrait être celui qui est capable d'inventer sa langue, et puis on aura peut-être l'occasion de parler aussi de langue, précisément, de style, d'écriture. Et puis ce qui est fort chez Elisa, évidemment, c'est que cette langue, elle l'invente, elle en a une qui est bien à elle, et puis que c'est celle-là qu'elle va nous enseigner, et c'est celle-là qu'elle va nous apprendre. Et donc, on va être amené grâce à son livre, à apprendre sa langue et à entrer dans cette langue-là. Et en ce qui me concerne, souvent, quand je lis un écrivain, quand je découvre un écrivain nouveau, c'est pour ça que je préfère Elisa à, je sais pas, avec qui on va dire du mal. Marc Lévy. Allez, pas trop de risques. Alors peut-être qu'on va passer à l'autre histoire. Moi je brûle de poser encore juste une question. Allez-y, mais brûlez. On pourra après peut-être discuter. Mais vous pourrez après, on oui, ne s'arrête mais pas. Bon, là je suis, parce que j'ai retrouvé la petite... J'étais... par rapport, parce que là on parle des langues, c'est vrai que j'ai dit que c'était un travail sur l'invention de la langue, la position de chacun par rapport à sa propre langue. Ce texte est fait d'ambiance, d'esquisse, et absolument pas un traité de linguistique, je le disais par jeu. Donc j'avais bien compris. Oui. Mais il y a une dimension que j'ai trouvée aussi incroyable, c'est à la page 53, ce petit fragment. Je vois bien. Oui, ce petit fragment sur le reflet dans le train, parce que je trouve que là, il y a aussi comment, au fond, on se constitue par rapport à l'autre, c'est-à-dire que l'autre, n'est-ce pas, il faut le lire. Oui. Ça prend 3 lignes, quoi. Oui, lisez, parce que vous avez aussi... je vais faire la remarque sur ce passage. Donc vous comprenez mon impatience de ne pas passer à autre chose. Sans passer par ça. Appuyé contre la paroi du wagon, je regarde le reflet des passagers dans la fenêtre d'en face. Un adolescent penché sur son téléphone, écouteurs sur les oreilles. 3 jeunes femmes en talons hauts. L'une se maquille en vérifiant son apparence dans les lunettes de sa voisine. La troisième enfile un tutu gris par-dessus son tailleur qu'elle retire après. Nous sommes samedi soir, je me rappelle. Quelques hommes les observent. Plus loin, une autre jeune femme. Visage rond, bras mous. Pantalon mal ajusté, il faudrait le raccourcir. En bougeant les jambes, je m'aperçois qu'il s'agit de moi. Je me redresse et pour tromper mon embarras, je fais semblant de jouer au Tetris. Mais ça, c'est un passage génial, donc totalement freudien. Oui, c'est vrai que Michel m'en avait fait la remarque. Ah oui, moi aussi, c'est Freud, c'est Freud au Japon, parce que finalement, elle ne se voit pas les bras mous et la tête ronde et puis les jambes qui bougent, mais il y a Freud raconte un épisode où il se voit dans la vitre d'un train,
Et puis, donc on a vraiment eu le même point d'accroche. De voit dans la fenêtre du train, et puis finalement, il pense que c'est un autre, qu'il a vieilli, enfin, qu'il n'est plus comme il était, et puis que finalement, il découvre que c'est lui-même. Et quand une fois je citais cet épisode, comme ça, à un ami, il me disait, un ami cinéaste, il m'a dit qu'il a vécu l'inverse. C'est-à-dire qu'il était dans un métro, et puis il se regarde et dit, bon, quand même, j'ai vieilli, je me suis épaissi, mon ventre devient proéminent, et puis il était sûr que c'était lui. Et c'était pas lui, parce qu'après, cette image est partie. Et lui, il est resté. Alors, l'histoire ne dit pas comment il s'est trouvé après. Peut-être pour passer la parole à Michel, je voudrais juste dire par rapport à cette histoire de mots aussi qui nous constituent ou pas. Il y a une scène assez incroyable dans son livre sur un moment où la petite fille dont doit s'occuper Silke joue avec des lettres en pâte et veut manger les mots qu'elle n'aime pas en fait. Oui, c'était l'extrait que j'ai choisi pour qu'elle le lise. Peut-être vous pouvez passer tout de suite à la lecture, Michel, juste de ce petit épisode. Ça nous met très vite dans l'ambiance du roman. Oui, bon, on a dit que moi je devais lire. Mais tout petit peu, hein. C'est Oui. juste pour donner comme ça un avant-goût. Je vais écrire la liste de tous les mots que je déteste. J'ai dit que c'était une bonne idée. Voudra-t-elle me montrer le résultat? Attendez, il faut juste que j'enlève mes lunettes. Je reprends. Je vais écrire la liste de tous les mots que je déteste. J'ai dit que c'était une bonne idée. Voudra-t-elle me montrer le résultat, me révéler certains secrets? Absorbé de nouveau par sa mission, Ludivine ne m'a pas entendu quitter la chambre. De mon côté, la tête étourdie par trop de lecture, je suis allé préparer une tarte au raisinet. Parce que je tiens la recette de ma grand-mère et qu'il n'en existe pas de meilleure. Parce que Ludivine en raffolait. Peu après, blanche et les traits tirés, Ludivine a poussé la porte de mon studio. Ma tarte encore tiède, croustillante et juteuse, lui a rendu ses couleurs. Mais Ludivine avait hâte de m'entraîner dans sa chambre. Sur la partie droite de la table, j'ai découvert une colonne de mots facilement lisibles, tous composés avec les pattes alphabet. De haut en bas, j'ai lu lentement et à voix haute méchant, piqûre, pinceau, devoir, méfiance, endive au jambon, tristesse, sommeil, prison, mensonge, douleur, gêne, voiture, maquillage, conseil, indifférence. Et maintenant, Ludivine m'a regardé d'un air mi-fripon, mi-sérieux. Elle s'est rengorgée. Si je mange les noms de ce que je déteste, quand j'irai aux toilettes, ce que je déteste sera transformé en caca. Ludivine a fait le creux dans sa main gauche et a poussé de la main droite toutes les lettres qu'elle a versées dans sa bouche. Elle les a avalées avec un verre d'eau. Devant mon étonnement un peu stupide, cette fois-ci avec un air mi-canaille, mi-railleur, elle m'a encore dit « Je ne suis pas bête, c'est juste drôle d'y croire. » Et puis, sait-on jamais. Alors ça fait écho à la présentation de la mère de Ludivine qui fait comprendre qu'elle n'est pas très douée à l'école, en fait, cette Ludivine ne correspond pas à son idéal de l'enfant idéal. Et cette Ludivine va très bien se défendre face à ça jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut échapper à l'image que les parents projettent sur nous? Ça aussi, c'est une forme de déterminisme. Oui, je pense que le clonage psychologique est beaucoup plus important que le clonage génétique, qui d'ailleurs, le clonage génétique produit de la différence. Heureusement, on voit que ça ne fonctionne pas, que Ludivine résiste. C'est une résistance à ce qui est le projet qui est en jeu. À la fin, Michel Laya met une petite phrase: toutes les maisons ne sont-elles pas des maisons de fous? Bon, bonne question pour chacun. Soit la maison dont il est issu, soit la maison qu'il a créée, soit la maison qu'il va créer. Et au fond, on s'aperçoit que dans cette impasse, qui présentait, qui est extraordinaire,
Oui, je ne vais pas tout de suite commencer à faire exactement ce que j'ai dit que je voulais pas faire. Mais c'est vrai que ça va bien comme un cas clinique, cette histoire de Ludivine. Bon, c'est un couple immensément narcissique, où les deux sont dans un projet qui concerne leurs propres idéaux et leur propre narcissisme. Freud, le même que celui du train, disait « il ne faut pas se tromper, l'amour pour l'enfant, c'est le narcissisme des parents qui vient de renaître. Et que c'est moi que j'aime à travers l'enfant, à travers cet enfant. » Et donc, il y a aussi, en plus, quand on est dans une situation de procréation médicalement assistée, de volonté d'un enfant à tout prix, il y a la place de l'enfant idéal qui peut totalement saturer la créativité de l'enfant, l'aliéner au sens de le rendre étranger à lui-même, tellement conforme au narcissisme des parents. Et là, dans ces deux personnages assez effrayants, enfin, on se dit, bon, quelle était l'enfance du père, quelle a été l'enfance de la mère. Moi, comme clinicien, quand je suis dans des situations comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme enfant pour être comme ça. Ce peintre complètement obsédé par sa propre création, cette femme avocate qui est dans ce milieu complètement aseptisé, froid, saturé par... Voilà. Donc, pour finir ce petit fragment, parce que c'est tellement bien fait, c'est clinique, hein, le livre de Michel Daillard, c'est pour donner maintenant une lecture obligatoire pour les étudiants en psychanalyse et en psychiatrie, non, parce qu'on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que c'est dit sans le dire. Il y a juste c'est agi, c'est pire. Oui, et c'est dans le détail, c'est comme un film, un thriller, quoi, dans le détail, le moindre petit détail accablant saisit cette impasse. Donc l'enfant peut être mis en place d'idéal pour le père et la mère, donc on ne se demande pas qui il est, puisqu'il tombe au monde, il vient là, on se dit qui es-tu, d'où viens-tu, quel est ton nom, qu'est-ce que c'est cette histoire, et il faut faire connaissance avec ce qui est le plus étranger. Là on dit, voilà ce que tu es. Et donc on le met sous le joug de l'idéal. Les idéaux c'est bien, mais parfois ça peut être très destructeur. Donc il y a l'idéal, il peut être l'enfant symptôme du père et de la mère ou du couple parental, c'est tout à fait le cas. Il peut être l'enfant objet du fantasme du père et de la mère, il doit s'en dégager. Ludivine, elle trouve les arbres, elle trouve... Et puis là, il y a cette extraordinaire relation avec cette jeune femme, Silke, qui reconnaît tout de suite Ludivine, qui lui donne... C'est-à-dire qu'elle la reconnaît. C'est-à-dire enfin quelqu'un qui ne sait pas qui est Ludivine. Elle veut savoir qui elle est. Alors, j'ai quand même une question, parce que c'est deux questions. Il y avait celle du miroir qui m'ont absolument pris. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça représente? Parce qu'ici, je disais, il y a peut-être beaucoup plus de femmes que d'hommes. Peut-être pas. Mais qu'est-ce que ça représente de faire un roman qui dit je, à partir, je pense que tout le monde vous demande ça, mais c'est à partir de la relation de deux filles, quoi. Parce que c'est quand même une sorte d'autofiction. Il y a les deux filles à la mère. Deux filles, oui, mais là c'est une autofiction, le jeu d'un auteur. Oui, parce que la narratrice, c'est-à-dire Silke, qui raconte les 9 mois qu'elle a passé quand elle avait 20 ans dans cette maison qui s'appelle La Favorite d'ailleurs, un titre qui en dit long. Elle se met à raconter cette histoire 20 ans plus tard, donc voilà, elle a 40 ans, mais c'est vrai que je mets en place une femme, une narratrice qui évoque des souvenirs de quand elle avait 20 ans et des souvenirs qu'elle a vécu en tant que jeune femme, dans une relation qu'elle a eue avec une fille. Et bon, ben moi, on sait bien que ça fait longtemps que tout le monde fait la différence entre l'auteur et le narrateur ou la narratrice, mais il n'empêche qu'il y a un exercice de décentrement, mais qui, dans le fond, c'est marrant parce que il est venu, ça paraît un peu bête de dire comme ça, mais d'une façon très naturelle. C'est-à-dire que j'avais pas... Parce que parfois, il y a certains de mes livres, je ne sais pas si je pense par exemple à La Joyeuse Complainte de l'idiot, c'est presque un texte dans lequel je devais me mettre dans un certain état pour écrire. C'est-à-dire que j'avais besoin
de sortir de moi, comme quelqu'un qui va se livrer à une activité bien particulière, de retrouver un état véritablement singulier pour pouvoir être dans le ton de ce livre. Ici, j'avais beau faire parler une femme, dans le fond, ça ne posait pas de problème. Il y a quelque chose qui s'installait très rapidement et très naturellement. Et alors voilà, pourquoi, comment, j'en sais rien. Je pense qu'un des grands luxes et une des grandes chances qu'on a quand on écrit des romans, c'est précisément de pouvoir aller dans ces autobiographies du possible. Et de pouvoir quitter, pour citer un critique que j'aime beaucoup, ancien, qui s'appelle Thibaudet, pouvoir quitter la ligne unique de sa vie réelle. Et puis ça permet véritablement ce décentrement, y compris ce décentrement qui va jusqu'à quelque chose qui est de l'ordre pas d'un changement de sexe, mais d'une sensibilité qui est autre. Après, j'étais aidé peut-être d'une certaine façon aussi, parce que il se trouve que j'ai aussi eu une expérience de babysitter, en quelque sorte, où j'ai gardé des enfants, comme ça, je m'en suis occupé. Et je sais pas, c'était peut-être, il y avait peut-être, je veux dire, un peu des gros clichés, mais enfin la part féminine en moi qui, quand je m'occupais de ces enfants, d'une certaine manière ressortait plus, quoi. Mais pour moi, ce qui est étonnant dans ce roman, mais je dirais presque dans les deux romans, c'est un point qui les relie, c'est de créer une sorte d'inquiétante étrangeté. On est tout le temps dans un sentiment d'étrangeté, mais en même temps, cette étrangeté, elle est très précisément mise en jeu par la familiarité. Parce qu'on se représente tout à fait ce qu'ils sont en train de vivre. On a le goût des choses, on a le goût des... Bon, je n'ai pas mangé des huîtres comme ça, mais j'ai presque l'impression d'avoir le goût des huîtres ou des événements, de la visite du galériste. Enfin, on voit tout ça, donc c'est du familier et de l'étranger. C'est-à-dire que ça institue au cœur de l'écriture et du style et de la façon d'écrire et de décrire une étrangeté. Alors, dans le roman, au fond, sur les billes de Pachinko, il y a déjà une étrangeté qui est réalisée par le fait de l'étranger et du croisement des étrangetés, des traditions, des langues. Oui. Tandis que dans le roman de Michel Laya, c'est presque une étrangeté à soi-même qui est au cœur de la construction. Parce que on se dit, quand on lit ça, on étouffe. Et quand on lit ça, on se dit, la seule solution, c'est de devenir étranger à soi-même. Ou écrivain. Parce qu'en fait, ce qui donne ce sentiment, à mon avis, d'étrangeté, c'est que tout est agi, mais rien n'est analysé. C'est-à-dire que les gens agissent et ressentent des choses assez violentes ou assez particulières, mais tout ça est raconté sans que jamais on pense ou on s'exprime sur le fait. Et c'est comme si on était dans un film étrange. Oui, c'est juste. Personnage. On se dit non mais attends, il ne peut pas faire comme ça. Mais oui, il peut faire comme ça. Et je pense que ça nous donne un sentiment de suspense presque insoutenable à certains moments. Bon, moi, c'est difficile. L'étrangeté dont vous parlez, je l'ai complètement lu parce que je suis lecteur et spectateur dans le livre d'Elisa. J'ai plus de peine à avoir une espèce de réflexivité dans mon propre texte, mais peut-être une idée qui m'est venue en entendant François Ansermet parler aussi, c'était en disant que Silké allait révéler ou constater en quelque sorte Ludivine, la petite. C'est-à-dire que je crois très fortement que pour pouvoir être, il faut être constaté, et peut-être même encore plus fortement, il faut être aimé, ou peut-être même détesté, mais il faut être quelque chose. Et puis, ce qui prédomine, en tout cas chez le père, c'est une forme absolument épouvantable d'indifférence.
C'est-à-dire que... C'est un peu plus que de l'indifférence. Quand il casse le ballon et tout ça, c'est de la méchanceté. Il y a aussi de la méchanceté, mais beaucoup d'indifférence. Ouais, voilà, elle est mise de côté. D'ailleurs, dans les pattes alphabet, il y a le mot indifférence, c'est le dernier. Et finalement, en écoutant tout à coup, je me suis dit, mais est-ce que la réponse de Ludivine, c'est pas d'une certaine façon aussi de réussir à développer une forme d'indifférence à cette indifférence? Peut-être. C'est la question que je me pose maintenant. Et peut-être la fin du livre vient un peu le dire, quoi. Parce que sans vouloir, bon, c'est toujours compliqué quand on est comme ça face à des gens, parce qu'on ne sait pas, il y a des gens qui ont lu, puis en même temps, ben, vous avez bien compris, on n'écrit pas des romans à suspense, donc en même temps, si on sait ce qui va se passer, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je pense que parfois, face à certaines situations, la seule solution, c'est de couper court, quoi. Oui. C'est de rompre. Oui. Pour pouvoir renaître. Oui, c'est ça. Naître. C'est-à-dire que le thème n'est pas une quête de l'origine, avec tout le jeu de l'origine et du devenir, comme dans le roman d'Elisa Choix du sapin, c'est-à-dire comment on va jouer des notes et des partitions de ces différentes origines pour recomposer une nouvelle œuvre. Moi, j'ai un trouble parce que je connais Pascal Dussapin, qui est un auteur compositeur, et je me suis fait une fiction, moi, que Elisa Choix du Sapin était la fille de Pascal Dussapin, ou sa nièce. Voilà. Mais enfin, dans le roman d'Elisa Choix du Sapin, on sent que c'est une idée qu'il faut composer ses origines, de les prendre dans le tourbillon du devenir, composer, décomposer, recomposer. Tandis que j'essaie de contraster, parce qu'ils ont une proximité, ces deux romans, dans le roman de Michel Laya, comme il vient de le dire très bien, il faut couper. C'est-à-dire que si on ne coupe pas à un moment donné, pour renaître ailleurs, vous dites à la fin, renaître ailleurs, je crois, j'ai pris cet élément. C'est-à-dire renaître ailleurs, c'est-à-dire on coupe, on part, enfin bon, après c'est assez complexe, enfin je vous laisse raconter ce qui est à raconter ou pas à raconter, mais ça donne envie, ceux qui n'ont pas lu le roman, voilà, mais enfin, il faut couper pour renaître ailleurs. Tandis que chez Elisa, il faut entrer pour continuer à naître. Enfin, oui, mais elle va renaître ailleurs aussi, parce que pour finir, elle part seule. Donc elle va s'approprier ses origines. Peut-être qu'on pourrait entendre du texte. Oui. Parce que ça fait un moment qu'on parle. Alors. Non, mais Elisa, je me permets de. Je sais pas. Alors, si vous voulez choisir autre chose, Elisa, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi des choses qui, moi, m'ont parlé et je vous ai proposé. Mais ça me permettrait d'aborder un autre thème qu'on aborde peu et qui est très intéressant. Après la leçon, Mieko tient à m'emmener sur le toit. Elle a quelque chose à me montrer. Il fait sombre déjà. Henriette m'a demandé si je pouvais rester plus tard, elle aurait une séance exceptionnelle. Nous empruntons les escaliers de secours. Ils débouchent sur une plateforme couverte de tuyaux d'aération comme des sangsues. De la fumée monte du sol. On ne voit pas les voitures. Seulement les immeubles à mi-hauteur, le haut des réverbères, les enseignes, les fenêtres qu'on allume. Tout semble flotter, méduse dans le ciel. Nico désigne l'immeuble d'en face. L'abeille venait de là. C'est les abeilles de Tokyo. Elles font du miel de cerisier parce qu'il n'y a que des fleurs de cerisier dans la ville. Je mets du temps à les distinguer, les ruches. Maisonnettes alignées par dizaines sur le toit. J'ai froid, je vais chercher une couverture, dit Mieko en retournant à l'intérieur. Je m'approche du vide. Cris des corneilles, sirènes d'ambulance. Les sons me parviennent sourds. Une araignée tisse une toile sur la barrière, à peine plus petite, vue d'ici, que les terrains de baseball sur les toits alentours, leurs filets de sécurité. Un joueur au loin.
la main figée en l'air dans l'attente d'un ballon qui ne vient pas. Il élance son corps au ralenti, donne l'impression qu'il lui faudra des années pour recouvrer sa posture d'origine. Je reste un moment à le regarder, ce joueur solitaire, à imiter son geste, cette infinie lenteur, me demandant s'il joue vraiment, ou si ma perception est altérée, si le temps s'est englué de sorte à empêcher le moindre mouvement. Omni, Mieko me dévisage, un thermos et 2 serviettes dans la main. Ma position, la main levée, une jambe pliée en avant, l'autre en arrière. Je me redresse, m'exclame trop joyeusement qu'un thermos, voilà le signe d'un été qui se termine. C'est froid, rigole Mieko, c'est du Royal Milk Tea. Nous nous emmitouflons. Les serviettes sont trop courtes pour moi, elles s'arrêtent en dessous de mon ventre. Les abeilles sont en train de mourir, dit Mieko, parce qu'il y a de moins en moins d'arbres dans la ville. Et il paraît que le jour où elles seront toutes mortes, on va mourir aussi. Je me tourne vers elle. Moi aussi j'ai peur, tu sais. Des abeilles? Que les arbres meurent, tout ça. C'est pour ça que j'aime aller au sommet des montagnes, là où c'est normal qu'il n'y en ait pas. C'est magnifique, moi j'adore cette scène. Il y a un aspect dont on a un peu parlé, c'est la complicité, c'est-à-dire que s'il y a un espace de liberté dans ces histoires de famille, c'est la relation justement de la babysitter avec l'enfant. Ça c'est vraiment un espace de liberté, il échappe au déterminisme et à la lourdeur des familles. Et je voulais vous demander aux deux, pourquoi la fille, la petite fille, a entre 9 et 10 ans. Moi j'y ai vu le fait, et je m'exprime sous votre contrôle, il me semble avoir lu qu'à vers 9-10 ans, l'enfant vit une désillusion. Il est comme désenchanté par rapport à une sorte de paradis perdu de l'enfance, etc. Et tout le jeu de miroir qu'il y a entre la narratrice et cette petite fille, c'est aussi lié à une recherche de soi. Je veux dire, il y a un jeu de miroir entre chacune des narratrices et la petite fille de 10 ans. Elles sont tout le temps en train de se rappeler des choses qu'elles vivaient au même âge. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rapport, Elisa? Je crois qu'au-delà du fait que ça me plaise ou non, c'était plutôt de l'ordre d'une espèce de besoin intime d'exprimer. Là, c'est très libre comme relation, c'est créatif. Oui, c'est vrai. Je crois que d'une part, j'avais besoin à un moment donné d'amener un peu de tendresse et de légèreté dans cette histoire, parce que tout le reste me semblait très pesant, à commencer par mon propre rapport à cette écriture. Et aussi, je crois que c'est parce que j'avais envie de mettre en scène plusieurs générations de femmes qui sont toutes un peu comme en décalage par rapport à leur âge, à ce qu'on attendrait de leur âge biologique et de leur statut social. Mais aussi parce que la narratrice, je l'ai placée à 30 ans et qui est peut-être pour moi le reflet d'un moment de la vie où, en tout cas, cette narratrice commence à se poser la question de la maternité, quelque chose qui lui fait un peu peur quand même, et en même temps, elle a une forme de nostalgie de cette enfance qu'elle ne retrouvera plus, notamment à travers aussi des textes où elle retombe sur des albums pour enfants, et en les relisant à cet âge-là, elle se rend compte qu'elle avait interprété tellement différemment quand elle avait justement 10 ans. Et je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais je crois, si j'y réfléchis maintenant, là, spontanément, que c'est parce que quand moi-même, personnellement, je me remémore mon enfance, j'ai l'impression que c'est à partir de 8-10 ans que j'ai des souvenirs extrêmement clairs, que je peux vraiment reconstituer voilà, enfin de manière de A à Z, enfin, et je crois, et parfois j'ai vraiment de la nostalgie je crois de ce moment, et en même temps c'est vrai, alors par rapport à ce que vous évoquiez sur cette prise de conscience peut-être, ou une désillusion, je sais pas, mais je crois que c'était un peu l'âge aussi où je commençais à devoir faire mes propres exposés à l'école et tout ça, et je me rappelle beaucoup de mes camarades faisaient des choses sur leur chien ou leur chat, et moi j'avais une forme de gravité. J'ai fait un truc sur le problème de l'eau potable dans le monde, j'avais 8 ans je crois, et j'en pleurais la nuit, mais vraiment je me sentais terriblement concernée par ça. Et je crois que là il y a quelque chose d'un peu autobiographique, j'ai prêté cette gravité à cet enfant qui semble peut-être plus lourde que la grand-mère qui elle joue avec des Playmobil et voilà. Et comme Monopoly, etc. Alors justement, cet âge, 9-10 ans, il a quelque chose de particulier dans notre développement?
Bon, peut-être qu'on passe sa vie à s'illusionner, se désillusionner, je ne sais pas si on peut dire... Là, c'est la première fois. Non, mais peut-être qu'on on est déjà dans la perte d'illusion à partir du moment où on a faim, où on a une petite distance avec la mère, avec la famille, le père. Enfin, je veux dire, illusion, désillusion. En fait, on vit de la désillusion aussi. Moi, j'avais plus, en vous écoutant décrire tout ça, c'est presque un rapport. Pour moi, c'est de nouveau le thème de l'inquiétante étrangeté. C'est-à-dire, est-ce qu'on est soi-même ou est-ce qu'on est étranger à soi-même? Jusqu'à quel degré c'est une illusion qu'on est soi-même? Et que finalement, cette construction a-t-elle un sens? Est-ce qu'elle tient les jeunes qui souffrent, que ce soit à 8 ans, à 14 ans, à 16 ans, mais aussi les personnes âgées, c'est des moments de rupture, des moments de cassure où se pose à eux-mêmes la question de qui ils sont ou de qui ils désirent être. Donc c'est vrai qu'on advient de la désillusion et que cette désillusion, elle est absolument fondamentale. Alors une fois qu'on se dit qu'on advient de la désillusion, c'est pas triste de dire ça, hein. C'est tout noir ici, mais le théâtre. Mais ce que je veux dire, et moi-même je suis habillé. Non, mais vous êtes en lumière, rassurez-vous. On est tous en noir. Mais ce que je veux dire, c'est pas noir du tout. C'est-à-dire que pour renaître ailleurs, comme peut-être, il faut que je vérifie, mais il me semble que c'est une phrase de Michel Laya, pour renaître ailleurs, il faut cette désillusion. Exact. Alors, une fois qu'il y a cette désillusion, ça introduit l'inquiétante étrangeté. Et là, en vous lisant, j'avais ressorti juste aussi une note de Freud, assez énigmatique, dans son texte qui s'appelle L'inquiétante étrangeté, et qui va bien avec ce que vous venez de dire. Il dit l'étrangement inquiétant est donc aussi le chez-soi, das Heimliche, Heimlich, je sais pas, c'est-à-dire l'antiquement familier d'autrefois. Et là, je trouve qu'il fait une sorte de paradoxe où il met l'inquiétante étrangeté avec l'inquiétante familiarité, et que c'est cette dialectique entre illusion, désillusion, familiarité, étrangeté, qui permet de s'inventer, c'est-à-dire qu'on s'invente parce qu'on devient étranger à soi-même. Et ça, c'est des mouvements qui sont présentés peut-être très différemment dans les deux textes. Peut-être ce sera bien que Michel dise. Mais c'est peut-être ce que font précisément pas les parents de Ludivine, qui eux usent d'une certaine manière du verbe dit un peu dictatorial, comme on le sait que le verbe être, hein. C'est-à-dire le père se revendique toujours comme je suis artiste, et que finalement ce serait suffisamment fort pour être constitutif sans remise en question, quoi. Et la mère, je suis autre chose, vous voyez, dans une espèce de fonction rassurante, quoi, ou de refus de rejouer les choses. Voilà, mais oui, cette inquiétante familiarité, on la trouve de manière différente peut-être dans les deux livres. Alors je vais dire quelque chose. Enfin, si vous voulez autre chose, vous lisez autre chose, mais moi, c'est quand ils sont dans la vallée de la jeunesse. Ok. La vallée de la jeunesse, c'est à Lausanne. Donc c'est Ludivine et Silké. Ouais, peut-être juste quand même dire, c'est-à-dire que la maison, c'est l'endroit à la fois de protection, hein, partout pour tout le monde, la maison. Mais c'est aussi l'endroit d'étouffement, quoi. Évidemment, c'est aussi cette dialectique entre ce qui nous protège et ce qui nous étouffe. Et puis, une possibilité que Silké et Ludivine ont, c'est de sortir précisément pour aller simplement dans les bois, dans la forêt. Et puis la maison est isolée par rapport à la ville. Ou alors ils vont à Lausanne parce qu'il y a un scooter, et puis ils vont se promener dans la ville. Alors là, on est dans la vallée de la jeunesse, quand même. Ils ont été faire du roller. Elles ont été faire du roller. Comme l'envie d'un goûter nous a prises, on s'est faufilé entre des parterres de roses. Pommes, pain et chocolat nous régalaient. La légende des roses que ma mère racontait parfois m'est revenue en mémoire. Au début, les roses étaient toutes blanches. Une nuit,
Un rossignol en distingua une dont il tomba amoureux. Pour elle, il chanta du soir au matin, et au lever du jour, ivre de sa passion, il se pressa si fort contre sa rose que les épines transpercèrent son cœur. C'est depuis cet instant que les roses se colorent de rouge. Ludivine a dit que c'était une histoire un peu triste et que cela n'expliquait pas les autres couleurs. Avait-elle remarqué, à droite, en bas de la route, l'entrée du cimetière? Les roses et la mort en tête à tête. Pourquoi y réfléchir? Autant s'étendre sur la pelouse, les pieds nus et le cœur ardent. J'ai fixé le ciel et me suis abandonné quelques minutes à son immensité. Revenu de là-haut, j'ai aperçu une larme au bord des yeux de Ludivine. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses au rossignol? Ludivine a plaqué ses lèvres contre mon oreille. Toi, ça ne te fait pas mal quand tu es heureuse? D'un bond, elle s'est redressée. Et si on rechaussait nos relais? Cette fois-ci, plus question de plaisanter. Depuis la pointe de la vallée, on a filé à vive allure. On se penchait dans les virages, on cherchait comment gagner en grâce et en vitesse. Nos patins nous portaient et nous délivraient. Au moment de rentrer, j'ai fourré les affaires dans le sac. Avec emphase, on a respiré le parfum de 3 roses, comme si elles avaient été les 3 dernières. Pour rejoindre le centre-ville, là où j'avais garé le scooter, il fallait prendre le métro. Nous marchions en silence. Ludivine m'a lâché la main et est partie à la course. Puisqu'elle m'avait fait la promesse de ne jamais s'écarter du trottoir, j'ai renoncé à la retenir. J'ai encore bavardé quelques instants avec un couple qui cherchait son chemin. Ludivine avait disparu. J'ai marché d'un pas rapide. Au bout de la route, les barrières du passage à niveau étaient baissées. À l'extrémité de l'une d'elles, de l'autre côté des rails, Ludivine s'était assise. Je m'agitais et faisais de grands signes. Elle ne me voyait pas ou feignait de ne pas me voir. À mon tour de courir. Le métro est passé et a oblitéré Ludivine. Quand les barrières se sont relevées, je n'ai eu le temps de rien que Ludivine était perchée à 5 mètres de hauteur, cramponnée, agrippée, comme s'il avait été au sommet d'un mât de cocagne. J'étais sous elle. Pas de cri, pas d'appel au secours. Elle a lâché une main et l'a posée en visière sur son front. Il y avait de la beauté dans l'image de cet enfant séparé du monde, suspendu en l'air et maîtresse de ses mouvements. C'est magnifique. Vous êtes arrêté là, donc je m'arrête. Oui, moi je me suis arrêtée là comme ça de façon un peu aléatoire, mais je trouve qu'ici justement on voit 2 choses, son rapport au bonheur, le bonheur quelque part l'a fait pleurer, enfin il y a un rapport bizarre au bonheur, et c'est à ce moment-là qu'elle se met en danger quand même. Oui, ça c'est les stratégies de la coupure pour exister, quoi, c'est-à-dire exister, c'est pas pour être un objet, parce que finalement elle est un objet, Ludivine, et puis elle doit faire une opération de coupure pour se couper de cette position d'objet pour advenir comme sujet. Et puis dans ce mouvement, dans cette traversée, il y a quelque chose d'équivoque, d'ambigu, enfin de troublant. Moi j'avais, par rapport à votre question, j'avais relevé la page 31. Ludivine a plaqué ses lèvres contre mon oreille et elle dit « Toi, ça ne te fait pas mal quand tu es heureuse. C'est une phrase clé de ce livre. Parce que c'est un choix. C'était ça qui oui, m'a fait choisir enfin, ça. c'est une autre façon de dire. D'ailleurs, après, d'un bond, elle s'est redressée. Et si on rechaussait nos relais, enfin, finalement, elle. C'est trop dur en fait de parler de bonheur. En tout cas, ça lui fait mal quand elle est heureuse. Alors bon, ça c'est. Je vous laisse commenter ce. Non, j'ai pas. Non, je crois pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai pas forcément un commentaire à faire là-dessus. Non, mais enfin, c'est la logique de la coupure Oui. qui est merveilleusement énoncée parce que vous allez parler. Je suis désolé. La coupure qui est au jeu ici, c'est-à-dire pas recomposer avec son origine, mais quand même réaliser une coupure. Et peut-être parfois, pour changer, ça fait mal. Et qu'il y a des circonstances où même peut-être une psychanalyse peut passer par des phases euphoriques de découverte, de réexploration de soi, de refondation de soi, et d'autres moments, des moments de coupure
qui sont salutaires, mais qui passent par cette énigme qu'elle présente. Ça, toi, ça ne te fait pas mal quand tu es heureuse. Mais il n'y a pas aussi cette histoire de proportionnalité où il me semble que plus l'instant de bonheur ressenti est grand, plus aussi peut-être la peur de la disparition ou de la coupure justement de ce moment est grande. Et puis il y a toujours c'est des montagnes russes à ce niveau-là, et peut-être que quand on projette un tout petit peu, on projette la douleur du manque qui se crée. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est parfaitement... c'est ça dépend le type de douleur, parce que ça te fait pas mal quand tu es heureuse. C'est une douleur... là, on sent que ça lui fait mal, parce qu'elle doit s'extraire de cette position d'objet Ludivine, et qu'elle comprend que ça fait mal. Ce que vous dites là, c'est plus dans la logique du deuil, je trouve. Enfin, je fais le psychanalyste de service quand même de temps en temps. Oui, oui. Non, il y a un magnifique texte de Freud qui s'appelle Vergänglichkeit, l'éphémère, qui date de 1917. Il se promène avec un jeune poète qui semble être Rilke. Moi, j'ai fait toute... voilà, enfin, c'est bon. Un ami taciturne, ça semble être Lou Andréas Salomé, l'ami taciturne, pour différentes raisons complexes. Et ils se promènent dans un paysage magnifique. C'est lors d'un congrès, ils sont dans une montagne de collines. Et le poète dit, moi je ne peux pas goûter de cette beauté parce que je sais que ça va disparaître. Qu'est-ce qui va rester de ça? C'est une pure illusion. À quoi bon finalement éprouver du plaisir dans ce moment si tout ça est destiné à disparaître? Et Freud répond au jeune poète, c'est justement parce que ça va disparaître que c'est beau et que on peut l'investir. Et après, ce texte est très touchant parce que donc c'est ce qu'il appelle le pressentiment du deuil. Finalement, pour vivre dans le mouvement entre illusion et désillusion que vous pointiez, il faut supporter le pressentiment du deuil. Et ce pressentiment du deuil, il le met en rapport avec ce texte qui date de 1917, c'est-à-dire où tout le monde, qui était celui de l'Autriche-Hongrie, Vienne, qui était au milieu de Mitteleuropa, ça descendait jusqu'à la mer, s'est complètement disloqué et que tout a disparu de ce qui était avant. Hein. Donc, un monde perdu. Un monde perdu, mais voilà, que lui-même met comme possibilité. Ça, c'est le pressentiment du deuil. Moi, je trouve que dans l'opération Silke Ludivine, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut installer une coupure quand même. C'est plus que le deuil. Moi, si je réponds pas à ce que j'ai voulu dire dans cette phrase, et toi, ça te fait pas mal quand tu es heureuse, c'est précisément parce que pour moi, c'est ces phrases qui arrivent comme ça, on ne sait pas trop comment, mais qui sont des phrases extrêmement ouvertes, quoi. Et puis qui permettent en fait à chacun de les investir un peu dans le contexte du livre, de la façon qui... Voilà, son vouloir elle me semble assez logique parce que dans le livre, chaque fois qu'elle a du plaisir, notamment pour jouer au ballon, notamment pour organiser son anniversaire, ses parents la cassent. Comme si le plaisir était interdit. Le bonheur pour elle est interdit. On se demande même s'ils ne sont pas en train de la haïr. C'est des tortionnaires, en fait. Comme beaucoup de parents. Mais... Bon, là, je dirais, ils le sont spécialement, quoi. Ça fait... C'est plus visible parce que c'est dans un roman. Hein, mais... Voilà, il y a un côté film de... Bon, en même temps, ils ont quand même un traitement au vitriol. Hein. Oui, c'est ça, c'est rapide. Mais j'ai quand même besoin d'évoquer une scène, parce que là, on arrive, ça va être 9h, je crois, quelque chose comme ça. 9h10. Alors, je vous prends encore juste 2 minutes, parce que j'aimerais qu'on finisse sur une note qui, pour moi, est très positive et qui montre la résilience de ces enfants. C'est la scène, s'il vous plaît, Michel Laya, vous la racontez, quand elle casse la vaisselle. Oui, alors c'est une scène, le livre est fait de relativement petites séquences, ici elle est un petit peu plus longue, où effectivement Silke va surprendre tôt le matin, les parents ne sont pas là, elle va surprendre Ludivine dans sa petite chemise de nuit, comme ça, debout
Comme un ange. Comme un ange au bout d'une table, et puis elle a disposé derrière elle, parce que la table est très grande, toute la vaisselle, toute la porcelaine, tous les services en porcelaine qu'on se donne de génération après génération, comme ça. Il y a plein de théières, de tasses, etc. Et puis elle prend un objet comme ça, de manière assez théâtrale, elle la suspend en l'air, et puis hop, elle la laisse tomber. Voilà. Et puis voilà, Ludivine arrive, et puis Silke arrive et voit ça, il a fait arrêter. Et puis, Silke arrive, ouais, voit ça, et puis Ludivine lui dit, mais. Enfin, elle est peut-être presque dans un état second, comme ça, puis elle lui dit, mais de toute façon, ma maman m'a dit que ce serait à moi, tout ça. Et en fait, je déteste cette porcelaine, donc autant la casser. Et après, il lui dit quand même quelque chose qui est assez intéressant, il lui dit, on pourrait rassembler tous les morceaux cassés puis faire autre chose. Magnifique. Et puis ça, évidemment, dans cette idée de destruction, construction, ça m'intéressait. Enfin, j'aimais bien qu'elle dise ça, quoi. Un peu comme vous savez, chez les Chinois, les plus beaux vases, c'est ceux qui ont été brisés, qu'on a reconstitués, quoi, hein, d'une certaine manière. Et où on voit, c'est-à-dire à la limite, la colle, etc. C'est ça qui donne la beauté et la valeur à l'objet, quoi. Oui, ça c'est quand même le message sous-jacent, c'est renaître ailleurs. Renaître ailleurs, page 154. Donc, renaître ailleurs, c'est-à-dire se réinventer. Avec de briques et de brocs. Avec même des choses très difficiles. Vous parliez de résilience, enfin de ressources, c'est-à-dire qu'on peut aussi composer, décomposer, illusionner, désillusionner, fabriquer, refabriquer quelque chose fait avec des fragments multiples et en faire tout à fait autre chose. L'image du vase chinois me va très, très bien, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre que se réinventer en permanence, et que ça c'est présent tout à fait dans ce roman. Le problème de Silke, de Ludivine, qui est en fait appuyée par Silke, le problème de Ludivine, c'est qu'elle doit quand même construire sur une coupure. Enfin, et que cette coupure, elle l'encaisse dans son corps, puisqu'elle est même écrasée littéralement. Oui, n'en dites pas trop. Non, je ne dis pas trop. Non, mais bon. Mais peut-être même qu'elle a acquis des. Hitchcock, c'est ennuyeux. Oui, c'est vrai. Mais les deux ont acquis des compétences dans cette dureté-là. En fait, on sort de ces familles parce qu'il faut en sortir, mais avec des compétences. De se reconstruire. Ce que sent bien aussi Silke, oui, je crois que c'est elle qui dit, quand la mère l'invite après à la fin, elle dit enfin une faille. Oui, c'est toute cette logique de la coupure, de la faille, de l'incomplétude, de la division, de la solution, et coupure à partir de laquelle on peut advenir. Mais on ne peut pas advenir d'autre chose que de ce qui était. Mais arranger autrement. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on ne peut pas arranger autre chose que ce qui était. C'est quand on prend ce qui était, comme dans l'autre roman, on prend ce qui était, qu'ensuite on peut. Mais il faut s'en aller quand même. Hein? Mon petit camarade Freud, il disait Wo es war, soll ich werden. Ce qui a été, c'est ce que je serai. Oui, c'est là où ça était que je peux advenir, quoi. Que je dois advenir. Soll ich werden. Mais bon, c'est vous qui avez travaillé partiellement à Berne, donc je ne vais pas continuer à citer Freudman. Eva, je ne sais pas si c'est le moment où on va donner la parole au public. Est-ce que vous avez des questions? Nous les avons là tous les trois, donc je crois qu'il faut en profiter.
parce qu'il faut faire Je penser. reviens à l'inquiétante étrangeté que je connais très bien. Et il y a quand même cette définition de Freud qui dit l'inquiétante, das Unheimliche, c'est le retour du refoulé. Et j'aimerais juste savoir s'il y a cette dimension consciente dans les deux livres, le fait qu'il y ait quelque chose qui a été refoulé et qui revient. Et quand elle casse la vaisselle, c'est le refoulé qui revient. Non, c'est une bonne question. Bon, oui, quel est le statut de l'inconscient, de l'insu, on pourrait dire, et de ce qui est refoulé, et de ce qui fait retour dans ces deux textes? Moi, je n'ai pas réfléchi comme ça, mais je trouve votre question très pertinente. C'est-à-dire, on s'est dit, ça pose la question du statut du symptôme, si on veut, on pourrait dire le retour du refoulé, c'est ce qui fait symptôme. Parce que là, j'ai l'impression que, en tout cas dans le roman de Michel Laya, les symptômes, c'est vraiment les solutions. C'est-à-dire, plus elle aura de symptômes, plus le refoulé fait retour, plus elle pourra s'accrocher à la vie, quoi. Tandis qu'autrement, elle est saisie, pour ceux qui ont lu le texte, sous la pétrification, vraiment on peut dire perversité, quoi. C'est comme ça que d'ailleurs Silke juge la situation de perversité, c'est-à-dire de désubjectiver l'autre, en faire un objet. Alors il y a Ludivine qui est transformée en objet, mais elle casse des objets, et puis du coup, quelque chose du vivant, elle, reprend le dessus, quoi. Donc en fait, elle s'appuie sur ces symptômes pour advenir. Enfin, les symptômes, c'est à la fois la formation de compromis entre un refoulement et un désir, et une pulsion, mais c'est en même temps une solution, quoi. Donc une potentialité, une solution. Et on souhaite beaucoup de symptômes à Ludivine, quoi. Alors après, votre question sur cette ambiance, moi je voulais dire, c'est une complexité extraordinaire, le texte de Freud sur l'inquiétante étrangeté. Et puis il y a aussi tout le rapport à l'inanimé, l'histoire de la poupée, voilà. Donc l'inanimé qui s'anime, et puis on voit que là c'est tout l'enjeu de deux filles qui vont s'animer, quoi. Mais je dirais que c'est plutôt le style, l'écriture. Après, je me disais, est-ce que toute littérature n'est qu'inquiétante étrangeté? Mais là, on est dans une ambiance d'inquiétante étrangeté tout le temps dans les deux textes. C'est plutôt un style d'inquiétante étrangeté. Hein? Vous êtes d'accord? Ils restent comme des sphinx parce que c'est le secret de fabrication. Ils restent comme des sphinx parce que c'est chacun son secret de fabrication. Les personnages, j'ai pas lu vos livres, mais vos personnages, d'enfants, je les ressentais comme deux personnages en quête d'auteur d'eux-mêmes, disons de se construire, à partir d'un non-regard des parents qui est sans arrêt en train qui oblige l'enfant à être dans des impasses et arriver à les dépasser. Et vous, à travers cette quête, pas seulement vous parliez de la langue, mais je dirais aussi de l'histoire familiale, puis l'histoire des pays qui s'affrontent, et l'histoire de la guerre entre ces pays dont elle a hérité, et puis dont elle essaie de se dégager. On ne sait pas comment elle va y arriver, mais enfin, j'ai pas lu le livre, mais je ressentais ça. Donc deux personnages en quête d'elles-mêmes et de se construire comme ça. Elles ont bien des origines, mais on ne sait pas où ça va, qu'est-ce qu'elles vont faire. Si je peux juste dire quelque chose par rapport au livre d'Elisa, parce que vous abordez du coup aussi quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'était justement la présence du Japon. Ouais. Et puis c'est vrai que moi j'ai trouvé très très intéressant la manière dont ce Japon apparaît, qui est vraiment un Japon qui sort des cartes postales et de la représentation qu'on peut en avoir un petit peu en Occident, quoi, même si peut-être que je me trompe en disant ça, mais c'est-à-dire ce Japon qu'elle nous présente, c'est un Japon où on mange mal, c'est un Japon qui est laid, c'est un Japon qui est hypocrite avec ces jeux d'argent qui sont
tolérés alors que normalement les jeux d'argent sont interdits. Enfin voilà, c'est la laideur. Moi, ça m'a beaucoup frappé, quoi, parce que au risque d'en choquer quelques-uns, c'est incroyable parce que l'urbanisme japonais est laid, c'est une laideur époustouflante, quoi. Et puis je trouve qu'on le sent dans ce texte, il y a quelque chose de poisseux, quoi. Humide aussi. D'humide, on est sous la pluie, comme ça. Et je trouve que ce Japon qui va un petit peu à rebrousse-poil de la carte postale qu'on a tendance à véhiculer ici, et puis aussi de ce Japon raciste, quoi. Alors, je ne veux pas tomber non plus dans les caricatures, mais enfin, on le sent de manière très discrète, quoi, dans le livre. Quand on est métis au Japon, le terme pour désigner un métis, c'est bâtard, quoi, hein. Voilà, enfin, il y a aussi il y a aussi, je trouve, quelque chose de politique, même si c'est par la bande et même si c'est de manière assez discrète dans ce livre qui peut être présent. Je sais pas, bon, on va peut-être pas parler de ça, d'ailleurs je sais pas, je n'ai jamais discuté avec Elisa, je suis peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais moi je trouve qu'il y a aussi toute cette dimension qui apparaît dans ce livre, en plus de tout ce qu'on a évoqué, quoi. Plus la grande histoire, puisque évidemment la guerre de Corée est évoquée, avec voilà, tous ces réfugiés coréens qui sont arrivés, on sait comment ils ont été traités, enfin voilà, quoi, tout ça de manière assez discrète, mais enfin qui est quand même présent en filigrane dans le livre, en plus. Oui, c'est vrai que cette question, en tout cas de la narratrice, qui est comme ça un peu projetée face à cette question identitaire, qu'elle se pose peut-être plus ou moins consciemment, elle se retrouve, je crois, aussi quand même chez cette petite fille, parce que en fait, le père de la petite fille, c'est un de ce qu'on appelle les évaporés du Japon. Ces gens qui choisissent de disparaître pour se refaire une identité totalement différente ailleurs, dans l'anonymat, de peur d'affronter en fait ce qu'ils estiment avoir perdu la face. C'est ce qui prime avant tout dans les rapports sociaux là-bas. Et donc elle grandit, elle seule avec une mère qui a un statut aussi compliqué au Japon en tant que femme, parce qu'elle est intellectuelle, professeure à l'université de français d'ailleurs, et en même temps mère, dans une société où on estime qu'à partir du moment où on devient mère, on ne devrait être plus que ça et se dévouer complètement pour ses enfants. Donc c'est aussi une petite fille un peu seule, qui ressemblerait peut-être un peu à Ludivine aussi. Et je crois que si j'ai aussi voulu amener cette petite fille, c'est parce que pendant longtemps j'avais un rapport très très compliqué à ce texte, jusqu'à ce que je réalise que c'était parce que pour pouvoir l'écrire, il fallait d'abord que j'affronte, c'est un grand mot, mais quand même, disons que j'ouvre les yeux sur le rapport que j'entretiens moi-même avec le Japon, et qui est très compliqué, vraiment entre amour et haine, parce que d'une part j'ai tous les récits absolument affreux de mes grands-parents qui ont vécu sous l'occupation, et en même temps la passion vraiment de mon compagnon pour ce pays, et moi en tant que moitié coréenne qui suis effectivement considérée comme bâtard, c'est vraiment le mot, hein. Là-bas je pars avec quelque chose d'extrêmement négatif à la base, mais on me prend pour une moitié japonaise, et quand je dis que je suis moitié coréenne, c'est vraiment assez hallucinant des fois les réactions que je peux vivre aujourd'hui au XXIe siècle, après tout ce qu'on a connu. Et c'est vrai que du coup, je me sentais très mal à l'aise dans l'écriture avec l'idée de mettre en scène des Japonais. Je m'en sentais pas légitime. Tout comme l'idée de parler d'un point de vue coréen me semblait impossible parce que ce serait trop biaisé. Et j'avais pas du tout envie d'entrer dans un texte de dénonciation ou de prise de position. Même si intérieurement, je pense que j'ai quand même une forme de colère, je crois, vis-à-vis de l'hypocrisie générale. Mais et je crois que l'enfance, cette forme d'appréhension de la réalité du point de vue de l'enfant me permettait d'échapper un peu à toutes ces questions de l'histoire, parce qu'elle n'en est pas du tout consciente justement, et d'amener de la douceur dans ce rapport à ce Japon, qui sinon, dont le malaise est peut-être montré par justement la perception physique des choses, cette nourriture complètement industrielle, la mégalopole où tout le monde est tellement stressé, les petits enfants qui se suicident, enfin ça ce sont des choses réelles quand même, mais c'est vrai que j'ai pas cherché à forcer le trait, mais ça a transparu à travers comme mon ressenti quand même, je crois. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les saveurs du ramen. Oui.
ça évoque aussi beaucoup ce déchirement, enfin, entre ce besoin de se réconcilier avec sa famille qui a émigré justement pour fuir la Corée et puis se retrouver avec l'ennemi, arriver à retrouver avec les grands-parents justement qui sont partis. Un dialogue qui permet de se retrouver des origines, quoi, une stabilité dans sa vie. C'est un peu ça. C'est vrai, et ce qui m'a particulièrement touchée aussi dans ce film, c'est ce rapport à la nourriture qui est très très présent dans mes deux romans, d'ailleurs peut-être encore plus dans le premier. Et ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est que pratiquement tout mon lectorat occidental me pose la question de cette omniprésence de la nourriture, alors qu'en Asie, comme j'ai la chance d'être traduite en coréen pour les deux livres, en fait personne ne m'a jamais posé la question. Je crois que c'est parce que c'est tellement normal qu'on se... Voilà, et quand on voit le film, on se dit il ne manque que l'odeur. On est sans arrêt, on est tellement... On a envie d'être imprégné de l'odeur, de se retrouver en Corée. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, juste une petite remarque, s'il vous plaît. Avec tout ce dont on a parlé, moi, une chose qui m'a complètement bouleversée, c'est le chemin qu'ont ces deux écrivains avec leur langue et leur style extrêmement simple pour nous dire tout ça et pour nous évoquer toutes les images et toutes les associations avec des phrases très courtes, des phrases extrêmement simples. Et ça, je trouve que c'est une force et c'est grâce à ces styles qu'on peut parler comme ça maintenant de tout ça, à mon avis. Expliquez-vous sur votre marque de fabrication. Je pense que l'histoire se réalise dans des petites fables, des constructions qui passent par le détail, comme pour moi c'est comme dans la clinique, quoi. Ça met en jeu le détail, une odeur, l'obscurité qui tombe, l'escalier. Au fond, c'est pas un énoncé supposé que le texte illustre. C'est un ensemble de détails qui disent les choses. Et que dans les deux romans, on voit que l'intime se retrouve aussi dans l'autre, quoi. C'est-à-dire, dans le roman Libye Pachinko, on a l'intime et le politique qui sont indissociables. Et puis, dans le roman de Michel Laya, il y a ce rapport, enfin cette froideur, il y a la quête de ces deux filles pour trouver le moyen, dans des détails, de chercher une issue. Et il y a un rapport à la nature aussi dans les deux livres qui sont étonnants. Mais au fond, tout passe par le détail, quoi. On dit des fois le diable est dans le détail, on pourrait dire que la solution est dans le détail. Parce que c'est pas en se levant le matin en disant je vais changer de vie qu'on change de vie. On change de vie par un petit delta, une toute petite différence qui a lieu dans les petits détails du quotidien. Il suffit de parler différemment à quelqu'un à un moment donné et le monde entier change. Merci beaucoup de votre écoute, de votre intérêt. Merci à votre Et merci à Lydia Gabor aussi pour... C'est très gentil. J'ai eu beaucoup de plaisir à essayer de gérer cette soirée. Oui, sans vous, on ne serait pas sorti. Oui, vous en serez sortis de toute façon. J'ai mis ma petite pierre.